voir si elle conserve ou pas son partenariat avec le Carnavalesco. Le Carnavalesco, c'est le directeur artistique de l'école, comme je vous l'ai dit. C'est un processus tout à fait normal. Les Carnavalesco transitent d'une école à l'autre, sont des artistes, et en fonction de pourquoi l'école a perdu, elle va troquer le Carnavalesco. Personne ne le prend mal, c'est tout à fait normal. Une fois que le choix du Carnavalesco est arrêté, c'est le moment pour le Carnavalesco et la direction de l'école de choisir le prochain thème sur lequel le Carnavalesco va développer les chars allégoriques et les costumes. Donc voilà, de avril jusqu'à octobre, c'est le moment de la conception. Vous avez le Carnavalesco qui vient avec son équipe artistique et qui est ici, qui étudie les possibilités de développement de chars allégoriques, qui va créer des maquettes, qui va dessiner les costumes, qui va aussi monter ses équipes, voir si les couturières avec lesquelles il est habitué à travailler vont participer cette année, voir aussi les gens du bois, les gens du fer, les sculpteurs. Voilà, c'est le moment de monter les équipes, de fermer les contrats aussi. Et c'est aussi le moment de voir avec les ingénieurs si ce qu'il a prévu pour les chars allégoriques ne va pas dépasser le poids autorisé. Les chars allégoriques, on les construit, ils ne doivent pas être aussi solides qu'une maison, parce qu'il faut pouvoir être démonté après un carnaval, mais il faut quand même que ça apporte assez de sécurité pour les danseurs et les danseuses qui vont monter dessus. C'est un peu comme le Chanel Roseau, vous voyez. Si c'est trop dur, ça casse, parce que c'est en mouvement. Et si c'est trop souple, ça fait peur. Vous voyez. En octobre, on va sortir du hangar ici et on va aller à la quadra. La quadra, comme je vous l'ai dit au début, c'est le premier lieu d'école, c'est le lieu d'école dans la communauté, dans le quartier d'école, où on fait des shows, on fait des cours de samba et des programmes sociaux à l'école. Et dans la quadra est organisé un concours musical, un concours de samba, de composition de samba, et c'est toute la communauté qui se prête au jeu et qui va composer une samba sur le thème qui a été décidé par l'école. À la suite de ça, l'école va choisir une samba et va graver des CD et les distribuer à la communauté. Ensuite, on va organiser les essais. Les essais, c'est de 2 à 3 fois par mois. On bloque une avenue dans le quartier de l'école et on fait venir tout le monde qui va défiler au carnaval de l'année pour s'entraîner à créer l'harmonie, à bouger ensemble et à danser ensemble, mais sans les costumes. Et c'est ouvert, tout le monde peut y aller. Si vous revenez au régime à partir de octobre jusqu'à mars, vous pouvez très bien aller dans le quartier d'école et voir ce que vous voulez. C'est magnifique, c'est plein d'allégresse, c'est vraiment génial. En novembre, on va revenir ici au hangar et on va commencer la production du nouveau défilé. Donc on va commencer la production des chars allégoriques, je vous ai expliqué, vous savez déjà tout. Et en novembre, on va aussi commencer la production des costumes Alas. Les Alas, qu'est-ce que c'est? Un peu plus tard, je vais vous faire le détail, mais j'anticipe un peu. Les Alas, ce sont les gens qui défilent au sol, costumés, qui défilent entre les chars allégoriques. Et ils sont par groupe de 100. Un peu plus tard, on va voir ça. Et donc, du coup, on va commencer leur costume en novembre. C'est plusieurs groupes de 100, c'est pas juste 100 personnes. En décembre, on va commencer un mois plus tard les costumes spéciaux. On les appelle spéciaux parce que ce sont ceux qui vont monter sur les chars. Il y en a moins à faire, mais c'est des costumes extrêmement minutieux. C'est la petite bière posée à la pince à épiler, vous voyez. Donc on s'y prend quand même bien à l'avance. Et voilà, c'est toute cette production de décembre de novembre jusqu'à mars qui va se dérouler ici à la Cidade du Samba. Donc comme vous le voyez, c'est pour la ville un événement qui gère énormément d'emplois. Tout le monde ne travaille pas au même moment. Les gens qui travaillent le fer, qui font la structure métallique, vous le voyez, ils commencent à travailler dès maintenant. Et on va avoir besoin d'eux jusqu'au dernier moment. Mais les gens qui font la décoration des chars,
ils doivent mettre des tissus, recouvrir des tissus et des petites babioles. Eux, ils doivent attendre que le char soit monté. Donc, c'est des gens qui vont arriver en décembre. Ils vont prendre un peu moins de travail. Vous voyez? Mais pour la ville, ça, tous ces employés, vous multipliez par 14 écoles de groupe spécial. Et vous avez aussi la ligue du groupe d'accès qui est médiatisée, donc où les salariés sont bien rémunérés. Donc ça fait beaucoup de salaires et beaucoup de gens qui ont besoin du carnaval. Ça plus le tourisme qui génère des hôtels, des chambres dans les hôtels, des restaurants et tout ce qui est, voilà, tous les autres points touristiques de Rio. Le carnaval est extrêmement important pour la ville. Comment est-ce qu'on finance le carnaval? Vous avez plusieurs acteurs. Vous avez la préfecture de la ville qui est censée donner de l'argent pour chaque école. Je dis censée parce que le carnaval est politique et en fonction des opinions de la préfecture, elle va ou pas aider le carnaval à se faire. Une préfecture comme celle qu'il y a aujourd'hui, la préfecture c'est la mairie, qui est évangélique par exemple, elle ne va pas donner d'argent, ou elle va donner la moitié de l'argent, ou le quart, et elle va le donner en retard. Donc elle ne va pas faciliter le processus de pouvoir embaucher des gens. Vous voyez, une préfecture éclairée va comprendre comment c'est vital pour la ville, le carnaval, et va du coup aider au maximum à participer à l'événement. Vous avez aussi la Globo. La Globo, c'est la première chaîne de télévision brésilienne. Et elle a tous les droits audiovisuels du carnaval. C'est elle qui va diffuser en exclusivité le carnaval. Et elle va donc rémunérer chaque école. Vous avez la LIESA, qui est l'organisation des ligues de samba entre elles, qui vend les tickets, qui participe aussi au financement. Et vous avez les sponsors. Par exemple, Uber a déjà été sponsor du carnaval. Et Uber, bien sûr, va profiter du tourisme, il va profiter de tous ces gens qui ne connaissent pas la ville, qui viennent voir le carnaval, donc sa puissance participe à ce financement. Ça, c'est pour ce qui est vraiment de l'économie du carnaval. Maintenant, imprimés, mais ce sont les dessins du carnavalesco Renatolage qui correspondent au défilé de l'année dernière. Donc là, sur ce tableau, vous avez une école, la nôtre, la Blanche-Brune, un défilé, une année. D'accord? Renatolage, c'est un carnavalesque qui a aujourd'hui 70 ans. Donc il a commencé à apprendre son métier à la main. Il était sculpteur et après il a été carnavalesque. C'est pour ça que ces dessins, comme vous les voyez, sont des dessins faits à la main. Les carnavalescos de cette génération, qui aujourd'hui ont 30 ans, sont des carnavalescos qui travaillent à l'ordinateur. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste que les techniques, les outils évoluent, et bien sûr aussi le carnaval. Le carnaval n'est pas une chose stagnante, c'est un événement culturel qui évolue avec son temps. Donc, je vous ai amené ici pour vous expliquer cette histoire de Alas que j'ai commencé à vous raconter. Les Alas sont des groupes de 100 personnes qui défilent au sol entre les chars allégoriques. Donc là, par exemple, vous avez le premier char, qui est le char qu'on appelle Abre Alas, qui ouvre les Alas. Et là, vous allez avoir la première Alas de 100 personnes qui est faite. Les Alas, c'est développer l'allégorie qui est annoncée sur le char, vous voyez, à travers les costumes. Donc là, vous avez la première Alas de 100 personnes, là, 100 autres personnes déguisées de cette manière, après 100 autres personnes déguisées de cette manière, 100 personnes, le second char allégorique. Après 100 personnes encore, déguisées ainsi, 100 personnes, 100 personnes, 100 personnes, 100 personnes, le troisième char allégorique. Ensuite, 100 personnes, 100 personnes, 100 personnes, et ainsi de suite jusqu'au dernier char allégorique. On compte entre 6 et 8 chars allégoriques par an, en fonction du budget que l'école va réussir à obtenir. Et donc vous savez que ça fait beaucoup de costumes à produire. Et le carnaval de Rio de Janeiro,
il est fait d'une manière artisanale. C'est-à-dire que vous avez des couturières qui sont là avec leur machine à coudre, là derrière, on peut voir les machines derrière. Et vous avez des accessoiristes qui sont les personnes qui vont venir coller les choses sur les costumes. Pareil, comme les chars allégoriques, il y a une exigence de beauté, de bienfait des costumes qui est fait pour défiler. Vous voyez, c'est pas de la haute couture, c'est pas fait pour durer. C'est pour ça qu'on va se permettre de travailler avec de la colle et de ne pas tout coudre. Vous voyez? Là, par exemple, les costumes que vous avez derrière vous, monsieur, vous m'avez posé la question, ce sont... sur les chars. De l'époque, ici à Rio. Donc, le carnaval, à l'époque, était fêté par la cour portugaise et qui était en grande majorité blanche, et aussi par les Noirs réduits en esclavage, mais de différentes manières, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes ressources. La cour portugaise avait pour coutume de faire des grandes fêtes pour lesquelles ils se costumaient et ils se jetaient du parfum. Vous voyez, c'est des fêtes comme ça, ils devenaient un peu fous et ils jetaient du parfum. Et on peut voir que là, dans ce contexte, c'est extrêmement politique. Pour les Noirs, c'était une manière de sortir de soi comme un exutoire, parce que nous, on était fous, quoi. Dans le carnaval, on devient fou. C'est dans toutes les civilisations, c'est comme ça, presque. Et se peindre le visage avec du blanc et jeter des choses avariées, faute de pouvoir, être blanc et jeter des choses luxueuses, vous voyez, ça c'est une vraie critique qu'à l'époque il faisait. Ensuite, le carnaval de Rio trouve ses origines géographiques dans cette zone où nous nous trouvons ici à la plage de Samba, qui est la zone portuaire de la ville. C'est ici qu'arrivaient les bateaux négriers et c'est ici qu'on stockait aussi dans cette zone les esclaves. C'est donc la zone originellement la plus afro de la ville, à tel point qu'on l'appelait pendant des années la Pequena Africa, la petite Afrique en portugais. Pourquoi? Parce que quand les esclaves arrivaient après cette traversée terrible, ils étaient en général, quand ils n'étaient pas morts, ils étaient dans un état lamentable, extrêmement maigres et malades, et les vendeurs d'esclaves n'arrivaient pas à faire de l'argent sur leur dos, vous voyez. Donc du coup, on les stockait dans des endroits qui étaient dans cette zone-là, géographique, pour faire en sorte, pour les engraisser simplement. Vous voyez, je parle comme ça, mais c'était à l'époque. C'est des mots qui correspondent à cette réalité qui est absolument terrible. Et donc cette zone est la zone afro-brésilienne de l'époque, qui est aussi une des zones les plus anciennes de la ville. On y trouve la Pedra de Sal, par exemple, qui est un lieu très important de cette zone et de la culture afro-carioca. Et on y trouve surtout une des personnes les plus importantes de l'histoire du carnaval carioca. Et je vais vous raconter son histoire. C'est la Tia Ciata, la tante Ciata. J'ai commencé à vous en parler quand on a parlé du poids des costumes et de cette ala qu'on appelle la ala des Baianas. La Tia Ciata, elle est née au Brésil, dans le nord-est, à Bahia. Et son histoire, elle arrive dans le contexte de l'abolition de l'esclavage au Brésil. Le Brésil est le pays qui a arrêté l'esclavage, aboli l'esclavage en dernier. Et ça s'est fait, bien sûr, en plusieurs étapes. On donne toujours une date, voilà, qu'on arrête, mais en vérité, c'est jamais comme ça l'histoire. C'est toujours un processus lent et qui se fait par plusieurs lois, par plusieurs lois. Mais pour vous donner une idée, imaginez-vous que vous êtes esclave dans une propriété terrienne, là, dans
dans l'intérieur du Brésil. Et du jour au lendemain, bon, on ne vous a jamais donné l'éducation, on ne vous a pas appris à lire ni à écrire, on ne vous a jamais donné d'argent parce qu'on ne vous a jamais payé. Et du jour au lendemain, on vous dit, bon bah voilà, vous êtes libre, sors d'ici. Et donc c'est un immense exode de la population afro-brésilienne qui a commencé après l'abolition de l'esclavage. Parce que vous avez tous les anciens esclaves qui sortent des propriétés et qui vont revenir à Rio de Janeiro. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas toutes ces villes qu'on a aujourd'hui, et Rio de Janeiro est la capitale. Donc pour qui veut trouver du travail et essayer de se faire une vie décente, il fallait revenir à la capitale. Brasilia, à l'époque, n'existe pas. Et c'est dans ce contexte-là que la Tia Seata, avec son mari, ils vont descendre et arriver à Rio de Janeiro, et ils vont revenir, comme la plupart des Noirs brésiliens, dans cette zone géographique, dans la Pequena Africa, pour se faire une vie en tant que personne libre. La Tia Seata, ce n'est pas un personnage au hasard. Elle est guérisseuse. Elle a dans ses mains tous les savoirs ancestraux africains que lui ont transmis ses parents. Elle sait guérir, elle n'est pas magicienne, elle ne fait pas de la magie noire, mais c'est une autre science que la nôtre, basée sur des plantes, et elle connaît tout ça. Et quand elle arrive à Rio, le président brésilien de l'époque, Wenceslas Blas, est atteint d'une maladie incurable à la jambe. Personne n'arrive à soigner Wenceslas Blas. Il va entendre parler de l'arrivée de la Tia Seata dans la ville, et il est tellement désespéré qu'il va l'appeler et lui demander de le soigner. Elle va y parvenir, et alors il va lui accorder deux faveurs. Elle va lui demander, premièrement, du travail pour son mari. Ce qui nous montre que ça ne devait pas être évident de trouver du boulot quand on était noir à l'époque. Et elle va aussi demander le droit de faire dans sa maison à elle les fêtes liées à sa religion africaine. Elle lui répond que malheureusement il ne peut pas répondre à ses désirs parce qu'à l'époque il y a une persécution organisée au niveau étatique des Noirs par le gouvernement brésilien. Il est interdit pour les Noirs de faire quoi que ce soit qui soit en rapport avec leur africanité. Que ce soit religion, danse, culture, voilà, absolument rien. Donc il ne peut pas permettre à la Tia Seata de lui autoriser de faire des fêtes, vous voyez, ou des cérémonies. Mais il n'est pas ingrat, il lui a sauvé la vie. Il va donc trouver un stratagème qui va nommer le mari de la Tia Seata chef de la police du quartier où elle habite, donc de la Pequena Africa, et il va munir la maison de la Tia Seata d'un téléphone. À l'époque, personne presque n'a de téléphone, et encore moins la Tia Seata, qui est ancienne esclave habitant la Petite Afrique. Vous voyez. Mais en faisant ça, elle va réussir à faire les cérémonies sans que tout le monde termine au cachot. Parce qu'avant de faire une ronde, le chef de la police qui est son mari va prévenir par le téléphone sa femme, et alors elle va réussir à faire le calme avant que les gens arrivent pour prendre, voilà, pour vérifier que tout est calme. Donc c'est une... Ah, et c'est dans sa maison que, via ces cérémonies, vont se rencontrer les instruments de tradition africaine, percussion, et les instruments de tradition européenne. Et c'est via ce métissage musical que va naître la samba. C'est pour ça qu'il y a une alas dédiée à la Baiane, à Tia Seata, parce que sans la Tia Seata, il n'y aurait pas la samba. Et sans la samba, il n'y aurait pas le carnaval, en tout cas à Rio. Et ce sont plein d'interventions de personnes comme la Tia Seata qui ont fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec cet événement extrêmement professionnel. Vous avez Ismaël Silva qui lui était militaire, qui a organisé tout le monde dans une procession beaucoup plus organisée, beaucoup plus martiale. Vous avez, il a aussi lui aussi qui a donné le nom d'école pour ces endroits où se rassemblaient les gens pour jouer la samba. Voilà, c'est toutes ces interventions qui ont fait jusqu'à Lionel Brizola, qui lui, bien plus tard, dans les années 80, a mandaté Oscar Niemeyer pour construire le sambodrome que vous avez vu dans la vidéo. Parce qu'avant les années 80, il n'y avait pas de sambodrome. Tous les ans, on montait des gradins éphémères, et tous les ans, il fallait les démonter, et tous les ans, il fallait en rajouter